Cerno. Épisode 92. Deuxième partie. Est-ce que vous connaissez Thierry Paulin ? Non. Thierry Paulin, ce serait le plus gros tueur en série français, puisqu'il aurait tué entre 30 et 40 femmes dans les années 80. Et en fait, c'est l'affaire sur laquelle je travaille. Je fais une enquête au long cours, que j'appelle une anti-enquête, parce que j'ai un point de départ, mais j'ai pas de point d'arrivée. Alors je voudrais vous raconter ce qui m'est arrivé le soir du réveillon. J'étais invité chez des amis d'amis, à Pantin. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Un sentiment de familiarité, c'est-à-dire que les histoires de rencontres avec des fantômes se déploient souvent comme ça, en fait. Et quand une sensation curieuse, qui quelquefois est beaucoup moins explicite que celle dont vous vous rendez compte, est mise en parallèle, trouve des échos dans des faits localisés, quoi. Mmh. Et là, on se rend compte que ce qu'on voyait n'était pas visiblement pas seulement pas vraiment une projection une illusion, quoi, une projection de notre propre esprit, mais un événement qui a eu ou a une existence localisée et qu'on est capable de percevoir. C'est une histoire très saisissante. Et le résultat de cette histoire, c'est que du coup, moi, j'avais pas eu vent de cette victime, en tout cas, parce qu'elle n'est pas répertoriée. Et du coup, j'ai dû beaucoup m'intéresser à elle, à savoir ce qui s'était passé. Je suis allé dans l'immeuble, j'ai rencontré les voisins, les témoins de l'époque. Et du coup, j'ai été contacté par la petite fille de cette victime, qui m'a fait un portrait de sa grand-mère, assez beau d'ailleurs. Donc en fait, quelque part, ce que je me raconte comme histoire, c'est comme si la victime... ou le meurtrier, parce qu'en fait, il est aussi question du meurtrier dans cette histoire qui était parue à Irène. Quelque part, c'est comme s'ils étaient venus me toucher pour que j'enquête. C'est un peu ce que je me raconte. Et vous, du coup, ça vous a fait quoi ? Ça vous a rassuré ou ça vous a inquiété ? Moi, ça me rassure. Ouais. Ma première réaction, c'était de dire, mais en fait, les fantômes existent. Et qu'est-ce qu'il y a de rassurant là-dedans, pour vous ? C'est une bonne question. Moi, ce qui me rassure, c'est que j'ai l'impression d'être un peu guidé dans mon enquête. Tout ça n'est pas pour rien, quoi. Voilà. Tout ça n'est pas pour rien. Et cette vie que vous faites avec cette histoire, c'est quelque chose de très lourd à porter, non ? Oui. Ouais. Enfin, j'imagine que c'est quelque chose qui vous donne aussi un dynamisme, une vitalité intellectuelle, qui vous donne de la curiosité pour tout un tas de sujets avec lesquels vous n'auriez pas forcément senti d'atome crochu avant, quoi. Mais... Ça me permet de rencontrer beaucoup de gens. Et de m'intéresser, là, j'avais pas vraiment prévu, en fait, de m'intéresser à cette question des fantômes, et du coup, je suis ravi de vous rencontrer. Ça me permet, voilà, de remettre un peu de vie aussi sur cette histoire qui est moche, en fait, qui est assez terrible. Après, ça me tue à petit feu aussi, parce que c'est très fatigant, parce que je suis tout seul pour le faire. Et c'est une affaire criminelle aussi, c'est étonnant, ce fardeau que vous avez choisi de prendre, en fait, comme si c'était quelque chose qui vous avait été livré et que vous n'aviez pas eu le choix que d'endosser, en fait. C'est très étonnant, en fait, et c'est très émouvant la façon dont ça a fait... On a l'impression que ça a fait dévier votre vie. Et il y a quelque chose qui vous a échu à un moment, et que vous avez dû porter, et que vous devez explorer. C'est une vraie vocation, en fait. C'est presque la définition d'une vocation. Vous avez tout d'un coup rencontré une vocation. C'est-à-dire un appel. Ouais, et un appel qui a été une responsabilité, quoi. Et qui vous porte et que vous portez mutuellement, c'est rare, en fait. Les choses se recoupent, il n'y a pas vraiment de hasard à ça, hein. On est guidé par des choses obscures et on a l'impression que c'est des coïncidences, même. Vous avez fait une enquête sur une enquête. Ouais, un petit peu comme vous, quoi, du coup. Mais... moi, c'est quelque chose que j'ai l'impression je peux porter avec plus de légèreté que vous, dans le sens où ce n'est pas une enquête que je dois revisiter à chaque fois, c'est un certain type d'enquête au sein duquel je circule. Et donc, il y a tout un tas de petites enquêtes, plus ou moins grandes, plus ou moins amples, qui donnent la matière de la grande enquête que j'aurais sans doute jamais finie et que j'arrêterais avant de l'avoir finie, parce que c'est pas possible. Et donc, il y a quelque chose de plus
flou et donc de plus poreux dans les limites de l'enquête sur laquelle j'enquête. Il y a une possibilité de rentrer et de sortir plus libre, j'ai l'impression, que cette grande enquête qui vous occupe dans tous les sens du terme, quoi, qui vous possède presque. Ouais. Et qui m'épuise. Parce qu'en fait, j'essaie d'épuiser l'affaire, mais en même temps, je m'épuise. Bah, peut-être que justement, la meilleure façon qu'elle arrête de vous épuiser, c'est de l'épuiser. Il y a un combat, c'est qui s'épuisera en premier, quoi. Je pense que vous êtes bien parti pour l'épuiser. Quand vous aurez tiré tous les fils, il y a quelque chose qui disparaîtra. Si vous ressentez le besoin de comprendre, il faut aller au bout. Ben c'est là où en fait il vous faut un directeur de recherche, du coup c'est ce qui est important pour tout chercheur en anthropologie qui part sur le terrain. Et c'est lui qui permet aux chercheurs de clore le terrain. Mais après dans sa carrière, moi je sais que c'est ce qui me manque le plus en fait. J'aimerais avoir encore un directeur de recherche, une directrice de recherche. Et c'est parce que j'ai eu des directrices de recherche excellentes. Mais je veux dire, on a après cette directrice de thèse, on a souvent des mentors qui occupent la place des directeurs de recherche. Et en particulier, ils permettent de dire ça. Là, il faut partir. Là, il faut faire ce que tu n'arrêtes pas de dire depuis longtemps et sur lequel tu procrastines, d'aller voir ces archives. Mais maintenant, ça suffit. Et maintenant, tu arrêtes. Et maintenant, c'est fait. Et maintenant, il faut que tu rendes quelque chose. Moi, j'aimerais beaucoup avoir, comme les psychanalystes, des superviseurs. Des superviseurs. J'adorerais avoir un superviseur. Moi, j'ai besoin d'un superviseur en tant qu'anthropologue. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui puisse me dire vous passez les bornes, et puis là arrêtez d'être mauvaise foi, et là vous êtes sûr de ce que vous racontez, et là c'est quand même fragile ce que vous faites, il faut retourner sur le terrain, ou là au contraire il faut revenir. Voilà. Si vous vous dites que vous êtes sur le terrain, ce qui est une très bonne façon de l'envisager, à ce moment-là ça a des conséquences concrètes, c'est-à-dire que si vous êtes sur le terrain, vous avez besoin d'une supervision. Et une supervision qui vous permettra de délimiter et de clôturer ce qui semble ne jamais pouvoir finir. Parce que ce sentiment d'épuisement, c'est pour le coup aussi un truc caractéristique du terrain. C'est épuisant un terrain. Et parce que on n'arrête pas de se projeter dans des vies qui ne sont pas les nôtres et d'en vivre 50 à la fois. Et à ce moment-là, il faut une institution relationnelle, comme un superviseur, pour pouvoir gérer cette situation si elle est trop difficile à porter, quoi. Un directeur de recherche, en fait, du coup. Puisque vous faites des recherches sur le terrain. Et donc, de façon un petit peu acrobatique, on peut se blesser et on peut pâtir d'un terrain qui est mal encadré, parce que justement, il n'y a pas les garde-fous habituels de l'université et de la recherche pour le faire. Donc, l'institution du directeur de recherche est précisément là pour encadrer ce qui se déroule hors du cadre, quoi. C'est une très bonne idée. Ça me fait du bien d'entendre ça. Oui, je me sens aidé en fait. C'est ça, ouais. C'est-à-dire que c'est ça qui est assez beau avec l'institution du terrain, c'est que ça crée une communauté de pratique de gens qui se sont retrouvés dans des situations analogues malgré la diversité des façons de faire le terrain, sans parler des lieux où on peut faire le terrain, mais qu'on le fasse loin de chez soi, chez ses parents, ou de façon ethnographique, ou comme un géographe, ou comme un sociologue. Il y a toujours cette expérience de la recherche hors de l'université et hors des institutions qui sont censées l'encadrer d'habitude. Et à votre avis, qui pourrait diriger mes recherches ? C'est à vous de voir, mais je suis sûr que vous avez un mentor qui vous permettra, dont la vie en fait vous convaincra. Mais je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un qui puisse comprendre de l'intérieur le projet intellectuel que vous poursuivez. Et il y a quelque chose qui semble absolument nécessaire et efficace dans le fait qu'un collègue agisse comme garde-fou dans une pratique face à laquelle, sinon, on est isolé. Et donc, en étant isolé, on peut faire des bêtises qui sont néfastes pour soi ou pour les autres, d'ailleurs. Donc vous avez une formation professionnelle qui fait que c'est pas néfaste pour les autres, et vous savez cadrer ça. Mais par contre, pour vous, c'est beaucoup moins cadré dans votre discipline, et vous savez pas trop à quelles conditions votre pratique, face à laquelle vous êtes, peut pas vous nuire, ou être néfaste, ou vous épuiser, comme vous dites. C'est quelque chose qui est très important, ce que vous exprimez, en fait. C'est pas juste que vous êtes fatigué professionnellement, c'est que vous portez quelque chose qui vous aspire vos forces, quoi. Donc un directeur de recherche informel, en fait. Quelqu'un de ma profession. Ça pourrait être un écrivain.
Je vais réfléchir à la question. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui ? Plein de rendez-vous. Je vous ai pris beaucoup de temps. Bah non, je vous en prie, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Je sors du Collège de France. Et je suis vraiment content, j'ai appris beaucoup de choses. Et cette histoire de superviseur, ça me fait penser à un de mes écrivains préférés, Philippe Janada, dont j'ai parfois parlé dans ce podcast, qui a travaillé sur des affaires criminelles pendant longtemps à chaque fois, qui les a aussi épuisées d'une certaine façon. Et je ne l'ai jamais rencontré, il habite mon quartier. Je l'ai souvent croisé, mais sans oser l'aborder. Je sais qu'il est tous les jours à la même heure, dans le même bar, le bistrot Lafayette, à l'angle de la rue Lafayette et de la rue Louis Blanc. Il est là tous les jours, donc habillé en noir. Et peut-être que je devrais aller le voir, déjà pour lui parler, et voir ce qu'il pense de mon histoire, de mon travail, de mon enquête. Je reprends mon vélo. À suivre. Un grand merci à Grégory Delaplace pour ses travaux, réflexions, conseils et son écoute. Merci à Hugo Combe, à Vinciane Després, ainsi qu'à tous les contributeurs au Patreon de Cerno qui financent ce travail. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau complément d'Anti-Enquête sur Patreon et dans 15 jours pour l'épisode 93. D'ici là, Ne désespérons pas de l'humain,